Europe 8h12 sur Europe 1, votre invité Sonia Mabrouk est écrivain, aventurier également. Bienvenue sur Europe 1, bonjour Sylvain Tesson. Bonjour. Oserais-je cette comparaison? Est-ce qu'il va y avoir de l'aventure ce soir? On parle beaucoup de ce match de football, cette demi-finale. Alors je ne vous demanderai pas le pronostic, je ne vous demanderai pas si vous allez regarder le match. Mais qu'est-ce qui peut vous intéresser ce soir? Moi, le principe lui-même du football, sportivement, m'intéresse pas beaucoup parce que je comprends rien, ça va trop vite. Et puis, je comprends mieux quelqu'un qui rampe péniblement sur une paroi que 22 joueurs qui courent très vite sur une pelouse. Mais voilà, le phénomène historique est fantastique, ça m'intéresse beaucoup. C'est formidable que le football soit devenu une espèce de reflet d'écho des relations politique entre les pays. Mais enfin, moi je circule beaucoup dans Paris avec ma bicyclette. Alors je vais pouvoir voir l'implication en termes urbanistiques de la victoire de ce soir, et je serais triste que la magie de Noël se transforme en une espèce de convergence des mauvaises passions et de destruction de la ville, quoi. Prions alors pour que ça ne se transforme pas en cela. On va parler d'un tout autre sport qui vous caractérise. D'ailleurs, peut-on parler d'un sport quand on parle de l'alpinisme? Est-ce que ça ne tient pas plus davantage du mode de vie, peut-être même du choix d'existence? Oui, peut-être même plus encore. C'est presque une religion, en fait. D'abord, on appelle la marche qui consiste à s'approcher des parois une marche d'approche. Il y a quelque chose de religieux dans la marche d'approche. On s'avance sur le parvis, on arrive sur la montagne et on décide de faire une prière, quoi. C'est une oraison, le ski alpinisme ou l'escalade, mais c'est une oraison qui est adressée à la puissance de la montagne. Il y a donc une dimension mystique dans l'effort. Certainement. En tout cas, il y a une dimension d'absurdité et d'inutilité. C'est la conquête de l'inutile, comme avait dit un alpiniste des années 60 qui s'appelait Lionel Terray, qui avait écrit un très beau récit, Les Conquérants de l'inutile. C'est l'opposition à l'absurdité de l'existence d'une absurdité supérieure, puisqu'il s'agit de tout risquer, de tout vivre et de s'esquinter pour arriver au sommet de la montagne, c'est-à-dire l'objet de votre désir, d'où vous serez sommé immédiatement de faire demi-tour. On a connu plus efficace, quoi, dans la vie. Malgré tout, malgré cette absurdité, il y a une rage de remettre à chaque fois sur le métier l'ouvrage. À chaque fois. Oui, c'est le grand miracle de l'alpinisme, c'est de vous contraindre. Une force en vous contraint tous les jours à partir pour risquer parfois beaucoup, mais pour vivre une expérience d'absorption absolue dans le royaume de la neige, quoi, dans le blanc. Ce que vous avez fait, votre livre blanc retrace 95 jours pour traverser les Alpes, une traversée à ski étalée sur 4 saisons, la beauté des Alpes, la beauté de la haute montagne. Est-ce que le blanc que vous écrivez avec une majuscule, c'est un paysage, un relief, plus que tout cela ? C'est une substance plus qu'un relief et plus qu'un paysage. C'est pour ça que j'en fais un substantif et que je mets une majuscule. C'est évidemment aussi un adjectif et une couleur. Mais quand on avance pendant des semaines dans l'altitude, on a l'impression que le temps disparaît, que l'espace s'efface et qu'il reste uniquement soi-même, à qui est imposé un mouvement. Il faut avancer, parce qu'avancer, c'est vivre en haute montagne, il faut arriver au refuge, et à ce moment-là, tout se dissout, tout se dilue, et on devient uniquement une force en mouvement. C'est pour ça que l'alpinisme, c'est le voyage absolu. Mais alors, à quel moment cesse la géographie pour laisser place à ce que vous décrivez, c'est-à-dire cette substance unique dans laquelle on finit par s'oublier, par se dissoudre, par s'effacer? Mais dès qu'on est monté au-dessus de la frange glaciaire et que l'empreinte de l'homme disparaît, en fait, il y a quelque chose d'universel dans le blanc, que l'on soit dans le Mercantour, dans le Queyras, dans les Grisons, dans le Tyrol autrichien ou dans les Alpes de Slovénie, mais même dans les monts Sayan de Sibérie ou dans le Gorno-Altaï à la frontière mongole, on est dans un espace qui est universel, quoi, qui est esthétiquement blanc et où tout disparaît, quoi. On est plus dans l'estampe chinoise que dans un pays avec sa spécificité culturelle. La spécificité culturelle, c'est-à-dire la rencontre de la géographie et de l'homme qui crée le paysage, s'arrête au-delà d'une certaine altitude. Tout disparaît sauf la passion des noms de la géographie que l'on retrouve dans votre livre. Ce qu'on appelle d'ailleurs la toponymie, c'est la science des noms de lieux. Ça, c'est quelque chose presque
de poétique, ça parle beaucoup. Mais bien sûr, quand on fait la lente énumération des vallées de l'Ubaye, de la Haute-Savoie, du Grison, du Tessin, de l'Engadine, à la frontière de la Suisse et de l'Autriche, on entre dans une forme d'énumération poétique parce que musicale. Et puis c'est l'invitation au voyage. On part vers des noms magnifiques. Mais en réalité, plus je vous écoute, Sylvain Tesson, plus je me dis que le blanc, c'est votre patrie. C'est une patrie, un pays. C'est un royaume dans lequel on décide de s'oublier, parce que c'est le principe du voyage, que d'essayer de se métamorphoser et de sortir de soi, et de s'intéresser à autre chose que soi-même. Le contraire du voyage, c'est l'immobilité devant son miroir. Et le voyage consiste à justement aller de l'autre côté du miroir, en cessant de se regarder et en devenant un autre. Un voyage rythmé, scandé par des gestes. Chaque geste compte. En haute montagne, il y a beaucoup de rituels. Diriez-vous d'ailleurs qu'il y a presque une liturgie? La musique, le raclement des skis, la froidure de la montagne, tout est séquencé. Oui, il y a comme une forme de rythmique, de musique, et surtout de convocation totale de tous les sens. C'est une expérience extrêmement sensuelle, l'alpinisme, contrairement à ce qu'on pourrait croire, parce qu'il y a une brutalité, une dureté, mais il y a quelque chose de profondément organique dans l'escalade et dans l'alpinisme. Tout est convoqué et on est on vit une expérience sensuelle avec en plus la sanction du danger. Sensuel et mystique, il y a une forme de transcendance. Je le fais rarement, mais je vais lire un message que je viens de recevoir. C'est un auditeur particulier que l'on salue, Haïm Corsia, le grand rabbin, qui nous écrit: oui, et c'est sur une montagne que Dieu donne la loi, sur une montagne que l'arche atterrit. Cela vous inspire? Mais c'est-à-dire que je crois que c'est quelque chose de tout à fait anthropologique d'avoir associé l'autel des divinités à la montagne. Il y a comme ça un glissement géomorphologico-spirituel, si on peut dire, qui fait qu'évidemment la montagne, en touchant le ciel, a probablement dans l'esprit, le cœur, l'âme peut-être des hommes, les a conduits à associer l'endroit à l'autel des dieux. Maintenant, il faut faire attention, il y a un écueil. C'est quand l'alpiniste croit que parce qu'il s'élève physiquement, il va s'élever moralement, quoi. On reste quand même le pauvre petit asticot rampant et le pauvre roseau à peine pensant, même quand on a fait 3000 mètres de dénivelé. Puis d'ailleurs, à un moment, la nature vous ramène à l'ordre et vous oblige, même si vous pensez à Moïse, quand vous êtes au sommet de votre montagne, il y a un moment, il faut remettre votre cache-colle et aller manger la soupe du soir dans le refuge. Et peut-être que c'est votre guide de haute montagne qui vous le rappelle, Dulac, comme vous l'appelez, Daniel Dulac. Précisons quand même que c'est un ancien champion d'escalade. La relation entre un guide et son compagnon, j'imagine que c'est beaucoup d'obéissance. Oui, il faut obéir au guide, et c'est ça l'amitié finalement, c'est d'obéir. Enfin, c'est d'abord de choisir. C'est d'obéir. L'amitié, c'est d'obéir. Oui, c'est de choisir celui à qui on veut obéir. L'amitié active, quoi. L'amitié dans la montagne. L'amitié dans la montagne, c'est une relation très belle parce que le guide et le compagnon de cordée ne font pas le même voyage. Le guide, il doit ouvrir la trace, circuler à travers les avalanches, et le compagnon de cordée, il peut rêver, quoi. Il peut commencer à baguenauder dans les méditations un peu vaseuses, quoi, puisqu'il suit la trace. Le guide, c'est celui qui ouvre la ligne. C'est une écriture, en fait, d'une mer à l'autre, de Menton à Trieste, de la Méditerranée à l'Adriatique. Le guide Daniel Dulac, il a écrit, il a imaginé une ligne à travers la montagne. Il y a quelque chose de très symboliquement littéraire. Donc vous obéissez, vous rêvez, mais aussi vous fuyez. C'est pas un jugement moral, hein, pas question de morale ici. Mais est-ce lorsqu'on est empreint de mélancolie par rapport, je sais pas, au chemin emprunté par le monde, est-ce que c'est la seule et la meilleure option qui s'offre à soi, partir? C'est-à-dire que de choses une, soit on décide d'empoigner le monde, alors de militer, de lutter contre lui, de se rebeller ou de proposer quelque chose. Mais moi, comme je ne suis pas ni un homme de système, ni un homme de manifeste, j'ai choisi une autre option qui est le contournement, l'escalier de service, l'issue de secours. Alors c'est peut-être pas très noble, parce que on n'offre pas sa propre effort, sa propre réflexion à la marche du monde, mais au moins on ne nuit pas. Moi, je ne veux pas subir, mais je ne veux pas nuire. Et or, la résolution de cette équation, ne pas subir, ne pas nuire, c'est se casser. Se casser, ne pas subir, ne pas nuire. Mais est-ce que vous théorisez aussi quand vous arrivez tout en haut de la montagne, comme certains, je pense à Houellebecq, à Onfray, à Finkielkraut, la décadence, la fin de l'Occident? Est-ce que c'est un constat auquel vous adhérez?
C'est-à-dire que, d'abord, quand on arrive au sommet de la montagne, on est dans un relatif état d'abrutissement. Alors, on peut, de manière sophistiquée, élaborer comme ça toute une certitude que l'on est en train de réfléchir activement quand on arrive là-haut. Mais la vérité, c'est qu'on a envie de descendre le plus vite possible. Maintenant, bien entendu que moi, je crois aux choses qui déclinent et qui reviennent. Parce que l'amoureux de la montagne et l'alpiniste sait que tout est soumis à un rythme cosmique. Mais moi, je crois aussi à l'éternel retour des choses. Alors, je déplore, je pleure. Quand la neige fond, je pleure. Quand la langue recule, je pleure. Quand les cathédrales flambent, je suis étreint de tristesse. Mais j'espère. Et quand une guerre est oubliée, un conflit est oublié, vous pleurez aussi, en tout cas vous le dénoncez, vous manifestez. Là je parle bien sûr de l'Arménie. Vous étiez il y a peu de temps en Arménie, à la frontière de l'Artsar, du Haut-Karabakh. C'est un conflit justement qui est éclipsé, écrasé par la guerre en Ukraine. Oui, là on peut s'interroger au traitement médiatique et politique d'un conflit qui ressemble beaucoup à ce que subit l'Ukraine face à l'agression russe et qui bizarrement échappe complètement à nos préoccupations, comme s'il y avait un rapport proportionnel entre la manifestation de l'indignation et le traitement que les médias accordaient à un pays. Il faut voir que l'Arménie a été agressée physiquement et militairement en 2020 par l'Azerbaïdjan dans une toute petite enclave arménienne qui s'appelle le Haut-Karabakh, et que les Azéris, depuis 2 ans, remettent cette pression permanente avec des agressions militaires sporadiques mais permanentes. Et là, il y a 2 mois, il y a eu des attaques sur le sol souverain de l'Arménie. Et depuis hier, la toute petite enclave du Haut-Karabakh, depuis hier après-midi, la liaison par une route terrestre a été coupée, le gaz a été coupé, et il y a 120 000 Arméniens dans le Haut-Karabakh qui sont privés de chauffage et même de communication physique. Nous avons parlé de spiritualité pour la haute montagne, mais on peut en parler ici, parce que la France a un lien très ancien, très particulier, peut-être même quasi spirituel et mémoriel qui la rattache à l'Arménie. Est-ce qu'on l'exprime suffisamment en ce moment, mais pas seulement par les mots, c'est-à-dire est-ce qu'on l'incarne concrètement ? La France, vous avez raison, a une communauté arménienne très importante, a un lien spirituel, intellectuel, linguistique, humain avec l'Arménie. Les Arméniens sont très présents en France, se sont fait connaître dans l'histoire, ont été victimes en 1915 d'un génocide qui a été reconnu par la communauté internationale. Alors le président Macron, mais qui est en ce moment préoccupé par les matchs de football, mais le président Macron a répété que la France ne lâcherait pas les Arméniens. Il peut le prouver, il est temps de le prouver aujourd'hui. Il faut voir que le ministère des Affaires étrangères, devant la nouvelle agression commise par l'Azerbaïdjan à l'Arménie, le ministère des Affaires étrangères s'est contenté et là je cite, de déplorer les entraves, sans nommer l'ennemi. Alors moi je sais bien qu'il faut être poli quand on est diplomate, mais enfin il semblerait là tout de même qu'il y a quelques préventions à faire. La première chose qu'on fait quand on veut régler un conflit, c'est à nommer les adversaires. Et oui, mais quels sont les adversaires, Sylvain Tesson ? Est-ce qu'on a aujourd'hui l'ambition, les capacités, la force de nommer les adversaires ? Parce que parmi ces adversaires, il y a la Turquie aussi. Il y a la Turquie et l'Azerbaïdjan qui prennent en étau l'Arménie, dont le rêve est la liaison territoriale entre finalement le Bosphore et les steppes d'Oulan-Bator. L'Arménie est une espèce de caillou dans la chaussure du rêve d'expansion pan-turc. Et bien entendu, vous avez dit la chose, c'est-à-dire que l'ennemi, l'adversaire, c'est-à-dire la grande puissance azérie turque, à cause de nos liens, la Turquie est dans l'OTAN et le commerce se fait avec l'Azerbaïdjan, qui de surcroît possède un levier énergétique. Alors évidemment, vous savez, c'est comme si on disait notre indignation, combien de divisions, quoi. Ben là, l'Arménie ne pèse pas lourd. Il y a 120 000 hommes qui sont en train de grelotter dans les hauteurs du Haut-Karabakh. Bon, qu'est-ce que ça pèse ? Est-ce qu'on va quand même s'indigner pour un si faible effectif ? C'est affreux, parce que si on commence à injecter la statistique dans la morale, c'est qu'on a définitivement perdu, en tout cas métaphysiquement. Vous dites petit caillou, mais évidemment, et vous le pensez, peuple multimillénaire, premier pays qui s'est converti au christianisme. Donc là, vous pensez qu'il peut y avoir
un rêve d'impérialisme ottoman, néo-ottoman, en réalité, qui pourrait aboutir à l'effacement de l'Arménie? En tout cas, son rétrécissement territorial depuis quelques années est manifeste et est évident. Et l'intention, le vœu, le souhait qui est déclaré, c'est pas de l'extrapolation ni de la mauvaise interprétation des Azeris et des Turcs, est d'effacer l'Arménie. Poutine est un prédateur qui veut prendre les ressources, mais Aliyev à Bakou a déjà manifesté sa volonté de faire disparaître le peuple arménien. Donc si jamais diplomatiquement on ne nomme pas Mais alors pourquoi on est anesthésié? Pourquoi ce deux poids, deux mesures avec ce qui se passe en Arménie, alors que vous dites c'est un témoin d'alerte? Parce que c'est loin, parce qu'ils sont 120 000, parce que c'est une toute petite enclave de chrétienté, de démocratie au milieu des empires, pour toutes ces raisons-là, et puis pour des raisons que j'ignore, moi, parce que je ne connais pas les dessous de la cuisine diplomatique. Mais regardez, le département d'État américain, au moment où le ministère des Affaires étrangères prenait ses préventions florentines et diplomatiques, le département d'État américain a dit: nous appelons l'Azerbaïdjan à rétablir la circulation. On peut quand même dire les choses de manière précise, et comme le président Macron a dit qu'il ne lâcherait pas l'Arménie, eh bien on peut espérer qu'il a là une occasion de enfin matérialiser ses intentions. Ça s'appelle d'ailleurs une chose, ça s'appelle la politique. Eh bien, que vous soyez entendu. Merci Sylvain Tesson. Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne journée à vous.